la vraie vie. C'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est vraiment des vrais patients du bureau que j'ai pas forcément vu moi-même au départ. Mais vous allez voir, c'est assez varié. Donc finalement, on répète un peu ce dont Pierre parlait, quelle est la place du patient, est-ce que les pathologies ont été exclues, et ça c'est vraiment une des priorités quand on parle de posture, il faut avoir vérifié que tout va bien d'un point de vue santé physique. Et du coup, quand on a fait tout ça, on peut se poser la question, mais si l'origine de la plainte de mon patient, elle était ailleurs où se situe la plainte elle-même, et est-ce qu'il y aurait un frein en place à son amélioration durable, quelque chose qui justifie que sa symptomatologie, elle revient de manière régulière ou elle ne s'en va pas? Ça demande d'avoir un regard global sur l'individu, de comprendre qui il est, comment il fonctionne, de demander quand même quel est son parcours de soins. Et dans certains cas, il y a une action en amont qui est possible. C'est ça qui m'intéresse moi avec les réflexes, c'est qu'en retravaillant chez le petit, on peut peut-être éviter qu'il présente ces problèmes plus tard. Alors je vais vous demander de ne pas faire de photos des photos de patients qu'on voit dans les dossiers, parce que j'ai pas envie qu'ils retrouvent leur corps sur internet. Je pense que ça leur ferait pas plaisir. Il n'y en a pas 50, mais comme ça, voilà. Alors, on va commencer par Judith, qui a 54 ans. C'est une enseignante à l'école primaire, donc c'est une dame, elle a une vie tout à fait stable avec son mari, ses 2 enfants qui ont une vingtaine d'années. Elle n'a pas d'antécédent médical particulier. On a juste opéré des ovaires en 2020, donc 3 ans avant l'apparition du problème. D'habitude, elle vient parce qu'elle se blesse en courant. C'est une dame qui court plusieurs fois par semaine. Et en 2023, début décembre, elle fait une bursite du tendon d'Achille que mon collègue traite avec un peu de médrol. Voilà, elle ne revient pas pour ça, donc ça on n'en parle plus. Fin du mois de décembre, elle vomit une fois. Elle a quelques courbatures, elle n'a pas de fièvre. Elle ne consulte pas à ce moment-là parce que juste elle a vomi en fait, elle se sent pas bien. Voilà. Justement, ça tombe pendant les congés scolaires, donc il n'y a pas besoin de venir. Mais après, elle décrit une fatigue intense, des sensations vertigineuses. Elle dit qu'elle tremble de l'intérieur et qu'elle a perdu de la force dans les membres. Comme elle court beaucoup, elle sait très bien ce que c'est la sensation d'hypoglycémie. Elle a l'impression d'en faire beaucoup dans sa vie de tous les jours. Et le fait de manger du sucre ne résout pas cette sensation particulière. Elle a mal à la tête seulement le matin. Le paracétamol ne fonctionne pas. Et quand on l'examine au mois de janvier, ben, il n'y a rien de particulier. Tout est exactement normal. Donc on fait une prise de sang parce qu'elle ne va 3 semaines après toujours pas mieux, elle est très fatiguée, elle ne sait pas faire son ménage, elle ne sait pas aller courir, elle ne sait pas aller travailler. Donc là, elle était obligée de consulter fin des vacances scolaires, donc c'est pour ça qu'on la voit en janvier. On fait une prise de sang où on trouve des sérologies qui sont négatives, sauf pour la cholestérol qui est douteux, et donc ça c'est un virus qui peut faire des atteintes cardiaques. Mais on dose les enzymes musculaires et j'ai pas noté, mais les CKMB, donc ceux qui sont spécifiques au cœur, il n'y a pas de souci non plus. Et comme elle se plaint toujours d'avoir de la faiblesse dans les membres inférieurs, on demande un électromyogramme. Et le résultat, il est complètement normal. Et la réponse de notre physiothérapeute, c'est pas d'atteinte neurogène ni d'atteinte myogène. Donc voilà, cette dame-là, on ne comprend pas ce qu'elle a, mais elle ne fonctionne plus. En février, ça ne va toujours pas, elle ne sait toujours pas faire son ménage, donc elle n'est toujours pas capable de retourner travailler. Et comme elle se dit plus essoufflée que d'habitude, on demande un bilan cardio et un bilan infectieux. Le bilan cardio, c'est aussi pour explorer les conséquences possibles du virus Coxsackie. L'examen cardio, il est complètement parfait. Alors effectivement, les Coxsackie peuvent donner des péricardites, des myocardites, mais aucun signe à l'échographie. Et donc le cardio, ce qu'il dit, c'est qu'on a rencontré beaucoup de syndromes comme ça en post-Covid et qu'il faut poursuivre la reprise progressive d'exercice. Mais la pauvre dame, elle n'est pas capable de reprendre l'exercice puisqu'elle ne sait déjà pas faire son ménage et qu'elle ne sait pas aller marcher dans le quartier parce qu'elle se sent vraiment pas bien. Après, elle voit l'infectiologue au mois de février qui l'examine d'un point de vue neurologique vraiment très attentivement parce que lui, il pense à, j'imagine, une borréliose ou des choses plus de cet ordre-là. Il ne trouve exactement aucune particularité à son examen neuro. Et donc, les examens de force des membres inférieurs sont normaux aussi. Et donc, il nous dit que, effectivement, il constate une sensation de faiblesse, mais une sensation, pas une faiblesse objectivée, que l'examen clinique est rassurant, qu'il n'y a pas de méningoencéphalite, pas de myélite, pas de Guillain-Barré, et qu'il espère que la symptomatologie va disparaître au fil du temps. Donc, la patiente, quand elle voit son protocole où il est écrit entre
entre parenthèses, en tout cas je l'espère, elle comprend qu'on ne sait pas ce qu'elle a et que les gens commencent à se tracasser parce que ça fait finalement 2 mois qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Comme elle commence à décrire des sensations de vertige, donc c'est vraiment pas des vertiges vrais, ce ne sont pas des vertiges rotatoires, c'est une sensation d'insécurité, c'est comme si j'avais bu toute la journée. Voilà, moi je ne bois pas, je ne bois, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Donc ORL, où on fait un bilan très complet avec les tests dont Pierre parlait tout à l'heure, où on évalue les canaux semi-circulaires, on fait des potentiels auditifs évoqués, et tout est exactement normal. Et donc, toujours pas d'explication à ce qui lui arrive. Elle voit finalement un neurologue, parce que pour aller voir un neurologue, il faut attendre, donc on finit par avoir un avis neuro, où on ne trouve rien du tout, sauf que la dame à l'anamnèse, interrogée sur sa déglutition, elle dit qu'elle a une sensation de gêne dans la bouche, comme si le fait d'avaler n'était plus quelque chose d'automatique, comme si elle devait réfléchir à avaler. Il n'y a pas eu vraiment de fausse route, mais il y a des moments où c'est compliqué juste de manger ou de boire. Donc, le neuro, il pense à quelque chose de neurodégénératif, type sclérose en plaques, ou pas sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou ce genre de choses. Il demande une IRM, il demande qu'on vérifie l'électromyogramme. Alors, comme l'IRM, c'est dans très longtemps, on fait un scanner en attendant, qui est normal. Au mois de mai, elle n'en peut plus, elle va aux urgences, parce qu'un jour, elle se retrouve avec la mâchoire tellement serrée qu'elle n'arrive pas à ouvrir la bouche. Mais comme aux urgences, l'examen neuro est normal, et comme son IRM c'est la semaine prochaine, on n'a rien fait, on l'a renvoyée chez elle en disant attendez madame, prenez un peu de décontractant musculaire, au revoir, merci. Son IRM arrive, or déception ou chance, je ne sais pas, aspect normal, mais la dame elle pense toujours qu'elle a une maladie dégénérative qui est en train de se mettre en place. On fait une écho abdo, on ne trouve rien. On fait un PET scan, on ne trouve rien. Elle revoit le neuro qui constate qu'elle ne va pas bien, qu'elle a l'impression d'avoir les jambes raides, qu'elle a toujours cette perte de force. Et elle décrit alors là des symptômes qui font plus posture de trouble de la sensation diffus. Et elle signale que quand on la touche, elle a l'impression de tanguer plus fort. Comme si son corps était trop lourd, comme si elle avait un poids à porter. Comme si elle avait le cerveau qui flotte, elle n'a plus mal à la tête, mais elle se sent vraiment pas bien. Elle n'ose plus sortir de chez elle à pied. Et donc, comme personne ne trouve rien, elle demande un deuxième avis. Elle prend des rendez-vous à Saint-Luc, mais qui tombe dans très longtemps. Au mois de juillet, on a une IRM médulaire, normale. On refait un électromyogramme, normal. Et son beau-frère kiné lui dit, mais si tu allais voir un ostéopathe, en fait, parce qu'il n'y a rien qui va. Et moi, je la revois au mois d'août et elle me dit, mais c'est un miracle, en fait, maintenant tout va bien. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien qui prouve que c'est l'ostéopathe qui l'a sauvée. Ben, il n'y a rien qui prouve non plus que c'est pas ça. Parce qu'elle est allée 2 fois chez l'ostéo et tous les symptômes de pseudo-ébriété, d'instabilité, de pesanteur, tout ça c'est complètement disparu. Il reste une petite raideur dans les membres inférieurs. Et donc pour ça, je prescris des séances de kiné, vraiment pour la faire rebouger, même si la kiné pour faire des exercices au sol, pour retravailler ses schémas moteurs et pour repartir vraiment dans une motricité plus libre, avec aussi un travail de détente, parce que c'est une patiente relativement, que moi je trouve relativement stressée, mais si on lui demande, elle dit non, non, tout va bien. Et cette dame-là, quand on la regarde respirer, elle ne respire jamais par le ventre, elle ne respire que d'ici. Donc fin septembre, elle devient capable de retourner travailler à mi-temps. Elle continue de travailler avec la kiné, là elle y va toujours, donc ça c'était 2024. Et elle a repris le travail à temps plein en janvier, et elle va super bien. Et voilà, donc médicalement on n'a jamais su ce qui s'était passé, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est un ostéopathe posturologue qui a changé sa vie, semblerait-il. Je n'ai pas de preuves, mais il semblerait quand même que c'est la seule action qu'on ait fait. En fait, il n'y a jamais de traitement qui a été mis, que des traitements symptomatiques qui n'ont servi à rien. Il y a juste cette prise en charge-là qui a changé la donne. Donc voilà l'illustration de on creuse à fond avant de dire que ce n'est rien, parce qu'effectivement, pour le même prix, c'était une sclérose latérale amyotrophique ou un truc dégénératif. Alors on change complètement de registre. Moi je suis médecin généraliste à la base, et donc là j'ai un petit qui vient 2 ans, 9 mois. Il vient parce qu'il tousse. C'est pas moi qui le suis d'habitude, il a un suivi pédiatrique à l'ONE. Donc moi il vient que quand il est malade. Il fait de l'asthme qui n'est pas allergique, il est né à terme. Il a eu un casque parce qu'il avait une plage de céphalie, mais c'est pas moi du tout qui ai géré cette problématique-là.
l'examen clinique, moi je lui demande d'ouvrir la bouche, et puis comme il est arrivé avec sa sucette, avec son doudou qui pend, et en respirant à côté de sa sucette, je me dis, bah, je vais quand même un peu regarder comment ça ferme cette histoire, et donc je lui demande, montre-moi quel genre, et là je vois un articulé croisé unilatéral, et une superbe béance autour de sa sucette, évidemment, et je constate qu'effectivement il ne respire pas tout à fait par le nez, ce petit chouchou. Il n'a jamais vu de dentiste, et donc je soigne sa bronchite évidemment, mais je demande surtout un bilan logopédique myofonctionnel pour explorer un peu cette sphère orofaciale qui n'a pas l'air de fonctionner bien, parce que moi je voudrais bien qu'il respire par la bouche et qu'il enlève sa sucette s'il vous plaît, ou en tout cas qu'on décroche le doudou pour qu'il n'y ait pas cette traction sur la mâchoire tout le temps. Les conclusions de la logopède, c'est qu'effectivement il ne respire pas tout à fait par la bouche, pardon, il ne respire pas tout à fait par le nez, il respire aussi par la bouche. Elle constate que sa langue est basse et se dépose sur ses arcades dentaires. Elle confirme l'articulé croisé qui n'est que d'un côté. Et elle remarque aussi qu'il y a une absence complète d'usure des dents d'un côté. Par contre, si elle prend la mâchoire de l'enfant et qu'elle lui demande laisse-toi aller, c'est moi qui ferme, ça se remet bien. Sauf qu'on a un super overjet et la béance. Donc l'overjet, c'est quand les dents du dessus se remettent pas tout à fait bien sur les dents du dessous, qu'il y a un espace qui est créé. Et la béance, c'est la place pour mettre la sucette avec la bouche qui a l'air plus ou moins fermée. Donc cet enfant-là a gagné d'aller chez l'ostéopathe pour lever les tensions musculaires cervicales parce que son casque et sa plagio, ça a laissé un peu des traces tout de même. Il est allé en suivi chez la logopède myofonctionnelle pour essayer de passer en respiration nasale exclusive et lui permettre d'utiliser sa bouche correctement pour mâcher des deux côtés et idéalement sevrer sa sucette. On lui a mis en place un éducateur fonctionnel pour essayer d'arrêter la sucette et de remettre les dents correctement. Alors quand on passe d'une sucette à un éducateur fonctionnel, on passe sur des trucs dans ce genre-là qui sont tout fins en plastique avec une petite souris toute mignonne, donc ça ne fait pas je te mets quelque chose d'énorme en bouche à la place de ta sucette que tu adores. Bonjour petite souris, viens on va dormir avec la petite souris. C'est jamais moi qui les mets, j'en vois souvent chez des logopèdes pour les mettre, mais j'ai pas le temps d'expliquer correctement comment le positionner bien. Mais c'est quelque chose que j'aime bien utiliser pour essayer de faire respirer l'enfant par le nez, en tout cas pendant la nuit, et pour arrêter les sucettes. La logo demande aussi qu'il soit suivi chez l'orthodontiste, parce que quand même il faut qu'on surveille comment ça va grandir tout ça. Et quand on le revoit, qu'est-ce qu'on constate? Qui n'a pas mis son intercepteur, qui n'a pas arrêté sa sucette, mais l'articulé croisé, ça s'est résolu. Donc en fait on n'a pas pu tout faire parce que quoi? Parce qu'on a besoin que les patients travaillent avec nous et que si la maman n'est pas preneuse, on ne sait pas le faire à sa place. On a quand même réussi à faire un peu de prévention parce que si on n'avait rien fait du tout, l'articulé croisé n'allait pas s'améliorer, il n'allait pas apprendre à manger des deux côtés, mais il reste encore un petit travail à faire et moi je ne l'ai pas revu, donc je ne sais pas où il en est maintenant, ça c'est une histoire d'il y a 1 an et demi, donc je ne sais pas où on en est, mais voilà où on est arrivé. Donc sur une consultation de base qui n'est pas pour ça, il y a vraiment moyen de faire des trucs préventifs qui valent le coup. Après on a Ginette, 67 ans, c'est là les photos que je voudrais bien qu'on partage là, qui est infirmière retraitée. Elle vient me voir pour de l'auriculothérapie. Alors pourquoi est-ce que je fais de l'auriculothérapie? Parce qu'un jour j'ai rencontré le docteur Jean-Pierre Delcourt qui est chirurgien orthopédique et qui m'en a parlé, qui m'en a fait sur moi. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Puis j'en ai eu marre de lui envoyer les gens pour les prises en charge et je suis allée au cours pour le faire moi-même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'auriculothérapie c'est comme un peu de l'acupuncture mais juste au niveau de l'oreille. Donc le corps entier est représenté sur chaque oreille. Cette thérapeutique-là, elle a des origines ancestrales chinoises et puis ça a été réétudié dans les années 50 par le docteur Paul Nogier qui est le neurologue. C'est même reconnu par l'OMS depuis 1987, j'ai quand même recherché un peu pour pouvoir vous le dire. Et il y a un diplomataire universitaire en France d'auriculothérapie. Donc c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau et que j'essaye comme ça, on verra bien. C'est vraiment quelque chose qui peut donner de bons résultats. Et donc elle vient me voir, elle, pour ça, parce que j'ai des consultations d'auriculo. Donc c'est pas une patiente que je suis d'habitude, elle vient juste parce qu'elle a mal dans le cou et vraiment mal dans le cou. Donc elle a vu un physio qui lui a prescrit des semelles parce qu'elle a des pieds creux. Et elle a aussi des orteils en marteau, donc vraiment très, très, très visible. Les semelles n'ont rien amélioré. Mais oui, mais quand on regarde ses pieds, elle a un agroupement plantaire résiduel. Donc si je touche la base de ses orteils, il s'accroche, donc ça veut dire qu'à longueur de journée, dans sa chaussure, ses orteils essayent de s'accrocher, donc si on ne résout pas ça, les semelles, on va pouvoir faire tout ce
qu'on veut, ça ne va rien améliorer. Bref. Elle me dit qu'elle a des problèmes d'articulation temporomandibulaire avec des douleurs, mais sans du tout savoir me préciser ce qu'on lui a diagnostiqué. Qu'elle a eu une gouttière, mais qu'elle ne la met plus parce qu'elle serrait des dents sur la gouttière, donc voilà. Et puis j'entends que cette dame, elle est stressée, qu'il y a des conflits familiaux. Elle me dit, j'ai une tendance hyperactive, et moi ce que je vois, c'est qu'elle parle, et je n'arrive pas à l'arrêter. Et de nouveau, quelqu'un qui ne respire pas. Et donc on fait de l'auriculothérapie pour la gestion du stress et pour détendre la mâchoire. J'ai même trouvé une étude qui explique que vraiment ça fonctionne. Moi je le savais déjà dans mon bureau, mais je ne savais pas que d'autres gens avaient fait pareil, enfin, le faisaient de manière plus scientifique. Et donc ils ont pris des étudiants avec un haut niveau d'anxiété et une dysfonction temporomandibulaire qu'ils ont mis en 2 groupes. Et ils ont pu constater à la fin de cette étude une diminution à l'électromyogramme de la contraction du muscle temporal et une diminution de l'anxiété sur les échelles du questionnaire d'anxiété. Et donc voilà, pour l'auriculothérapie sur la détente de mâchoire et le stress, effectivement c'est prouvé, ça marche, c'est pas, de nouveau c'est pas une méta-analyse mais ça marche. Donc ça c'était en septembre, elle revient au mois de décembre parce que de nouveau elle a mal, donc elle a été mieux mais elle va plus tout à fait bien. Et donc comme on avait l'année dernière au bureau un programme qui s'appelle Biotonix et qui permet de faire des photos qui nous dessinent les déséquilibres des gens directement sur l'écran, on fait les photos et on voit ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on voit? Que cette dame elle est toute penchée en avant et qu'effectivement il y a en plus au niveau cervical encore plus. L'idéal ce serait d'être complètement aligné, ce qui est loin d'être son cas. Si on regarde son centre de gravité, il est projeté vers l'avant. Alors elle m'explique qu'elle s'endort souvent dans son livre ou devant la télé et qu'elle a sa tête qui part en avant. Ça on nous explique quand même que ce serait peut-être bien de faire autrement. Parce que quand elle se réveille de ces moments-là, de ces siestes-là, évidemment, elle a mal. Donc ce qu'on propose, donc le programme qu'on a utilisé imprime en même temps toute une série d'exercices que les gens peuvent faire pour se rééquilibrer d'un point de vue musculaire. Moi je trouve que c'est pas suffisant, donc j'avais prescrit en plus des semelles de posture. Et elle revient 3 mois après en ayant fait ses exercices régulièrement, en ayant mis ses semelles. Elle a moins mal, elle est toujours aussi stressée, mais ça, je pense que ça ne changera jamais. Donc elle va mieux après l'auriculo, mais elle revient chaque fois que ça va moins bien. Et donc les images parlent d'elles-mêmes, le centre de gravité il s'est bien amélioré. Et si on regarde l'image, on voit qu'elle est beaucoup plus droite qu'avant. Et remarquez bien que la photo, je la fais sans les semelles. Donc ça veut dire que mes semelles de proprioception, je peux enlever mes chaussures, faire quelques pas. L'effet, il est en train de se pérenniser. Donc elle ne peut pas encore les enlever, évidemment, ces semelles, elle va devoir les garder pendant plusieurs années, mais on pourra les enlever à terme. Donc voilà. Dernier cas, Michel, 39 ans, cervicobrachialgie, ça fait 2 ans qu'elle a mal, surtout à la fin de la journée. Elle a moins mal quand elle bouge que quand elle est au repos. Parfois il y a des paresthésies, mais elle n'a pas de perte de force. Alors des espèces de vertiges, de nouveau, ce n'est pas des vertiges vrais, c'est une sensation de déséquilibre, d'insécurité. Parfois des acouphènes, elle est myope, mais elle a des lunettes depuis qu'elle est toute petite. Et elle me dit qu'elle est tombée dans les escaliers le mois dernier, et depuis, mais alors, elle est malade en voiture, c'est horrible. Si c'est pas elle qui conduit, c'est insupportable. Et donc elle a fait un peu de kiné, mais ses douleurs reviennent. Donc depuis 2 ans, elle a eu le temps d'en essayer, des kinés différents qui n'ont pas réussi à améliorer les choses de manière durable. Un ostéo qui a amélioré provisoirement. On a quand même fait un scanner de colonne cervicale pour vérifier qu'on ne passe à côté de rien. Et effectivement, il n'y avait rien à trouver. Un électromyogramme parfait. Et c'est une dame qui travaille à la mutuelle. Donc elle est soit assise au bureau avec son écran, soit au guichet avec des gens qui sont à 1 mètre, 1 mètre et demi d'elle. Si on teste ses réflexes de redressement de tête, on voit que les yeux ouverts, sa tête s'équilibre bien. Donc l'objectif du système, c'est de garder le regard à l'horizontale. Donc si on atteste les yeux ouverts, on lui demande de regarder un point fixe, hop, ça marche. Si on lui fait fermer les yeux et qu'on la penche sur le côté, il y a tout qui croule. Donc en fait, il y a complètement un déséquilibre entre les informations qui viennent du vestibulaire et du visuel. Et donc ça, on peut le rééduquer en réflexe archaïque. Et puis on regarde un peu comment ses yeux bougent, parce que comme c'est quelqu'un qui a des lunettes depuis très longtemps, souvent quand on a des lunettes, on ne regarde plus que dans le cadre de ces lunettes et plus forcément en dehors, puisque forcément en dehors, on ne voit pas bien. Et donc je teste les yeux en enlevant les lunettes pour pouvoir regarder dans les directions plus lointaines. Et effectivement, quand on regarde en haut, en bas, elle sent une gêne au niveau des yeux.
Et puis on parle de fatigue oculaire, qu'effectivement, qu'elle a les yeux qui piquent, que parfois il pleure, et donc je me demande, mais est-ce qu'on n'a pas trop corrigé sa myopie? Parce que finalement, quand on va chez l'ophtalmo, les lunettes, elles sont faites pour voir loin, comme le tableau d'exercice de l'ophtalmo, mais elle, sa distance de travail, ben, c'est tout près, ou c'est encore plus près, et donc finalement, ses yeux font un travail toute la journée pour rééquilibrer sur la lunette qui est faite pour voir tout au bout de la pièce. Et donc on demande une rééducation de la motricité oculaire chez un orthoptiste, alors ça c'est très difficile à trouver. On adapte les lunettes à une vision plus proche, et ça c'est un optométriste fonctionnel qui fait des tests particuliers pour pouvoir voir à quelle distance c'est le mieux et pour adapter les lunettes en fonction. Et puis on fait les exercices de réflexe, de redressement de la tête pour résoudre le problème de mal des transports. À 3 mois, rien n'est tout à fait résolu, mais tout va vraiment mieux. Donc elle ne vomit plus en voiture, on est déjà pas mal. Alors, 2-3 conseils pour vous, pour votre vie de tous les jours, mais pour aussi vos patients. Quand on travaille dans une pièce sombre, la fatigue visuelle vient plus vite. Donc on a intérêt à travailler dans un milieu qui est un peu éclairé. Alors j'étais surprise en arrivant de voir qu'il y a des lampes à chaque bureau. Et en fait ça c'est l'idéal puisque la zone de travail elle est censée être 3 fois plus éclairée que la pièce autour de soi pour éviter la fatigue oculaire. La distance idéale pour lire et pour écrire, c'est la distance entre le coude et le doigt. Pour les enfants qui sont comme ça sur leur feuille pour écrire, c'est pas optimal. Ils sont tout le temps en train de faire travailler leur système visuel plus fort, donc il faut leur apprendre. Tu dois te mettre comme ça c'est la bonne distance. Si vous travaillez sur écran, idéalement le dessus de l'écran doit arriver 5 cm en dessous de la ligne d'horizon, et la distance de l'écran, ça doit censé être la taille de votre bras. Idéalement, on fait des pauses visuelles toutes les 20 minutes, 20 secondes, et on regarde à 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres, et ça c'est l'idéal pour pouvoir avoir des yeux qui fonctionnent bien longtemps. Conclusion, l'approche posturale, nous avons des arguments neurophysiologiques, certains sont encore en cours de validation. C'est une discipline vaste, nécessairement pluridisciplinaire parce qu'il n'est pas possible d'être spécialiste de tous les systèmes. Ça demande d'avoir une vision globale du patient et de se centrer sur les causes des problèmes et pas spécifiquement sur les plaintes. Ça me permet d'améliorer réellement les patients d'un point de vue fonctionnel. Et voilà.